Bonjour tout le monde, ici Jacob d'Impact Pro Shop, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler du nouveau Tippmann TMC, nouvel arrivage de fin 2016 qui a su faire bien des heureux et avec raison. Premièrement, c'est un marqueur qui est très robuste pour son prix. Le marqueur est en aluminium, le corps du marqueur en aluminium, le reste des accessoires sont en polymère, mais en polymère quand même très résistant. Donc, construction très respectable pour le prix. Il y a beaucoup de questions qui sont posées aussi sur les chargeurs. Chargeur de 20 balles. Personnellement, je me posais la question quelle sorte de mag qui allait sortir, s'il allait sortir un mag avec une tête comme ceux-là de Milsig ou Maxtac par exemple, ou des chargeurs Tippmann comme les chargeurs Tiberius T15. Finalement, ça a été des chargeurs headless comme les Tiberius T15. Chargeur, comme j'ai dit, qui semble très robuste. On l'a testé à multiples reprises présentement, sans être déçu. Très belle performance, aucun bris, aucun blocage dans le chargeur. Belle trouvaille, surtout au prix qu'ils sont, en paquet 2 à 36,95. C'est un prix extrêmement compétitif comparativement aux compétiteurs. Donc, sérieusement, c'est un bel achat à faire, le Tippmann TMC. Qu'est-ce qui vient dans la boîte? Deux chargeurs, donc le chargeur que j'ai avec moi ici présent. Un deuxième chargeur ici. Un chargeur, un fake chargeur si on veut, qu'on appelle un dummy, qui sert à mettre dans le chargeur quand on utilise le fil neck qui vient aussi dans la boîte. Donc, ça c'est quelque chose qui est bien. C'est un marqueur hybride, donc à la base, il a été conçu pour être mag-fed, mais si vous voulez jouer avec dans des big games, des gros événements, il n'y a pas de problème de remplacer vos chargeurs par un fil neck. Donc, on peut remplacer ici la petite plate qu'on appelle le breech cover. Donc, on a juste à dévisser avec les doigts ici. Ça se dévisse, on enlève ça. Puis, on a juste à remplacer ça par le fil neck, puis le chargeur ici. Pourquoi c'est important de prendre ce chargeur-là et non les plus longs qui sont faits pour mettre les balles dedans? Bien, c'est simple. Il y a un petit bout orange ici qui s'appelle un ball latch. Ça sert à ce que les balles ne tombent pas dans le canon. Ce qui se passe, c'est que le ball latch d'origine, quand on utilise les chargeurs, il se trouve sur le breech cover ici. Donc, si on enlève le breech cover, on le remplace par le feed neck, eh bien, on n'a plus de ball latch. Donc, si on met un chargeur standard, le premier des problèmes qui peut arriver, c'est que quand les balles vont tomber, ça se peut qu'il y ait tendance à rentrer dans le chargeur, donc ça va causer des bris quand vous allez vouloir tirer. Puis deuxième des choses, la balle peut s'écouler tout le long de votre canon, puis tomber avant même que vous ayez tiré, parce que justement, il n'y a pas rien pour empêcher la balle de rouler tout le long du canon. Sinon, il vient avec les accessoires de base, les petits outils, le barrel cover, donc la plug pour mettre au bout. Donc c'est vraiment complet comme ensemble de départ. Donc on va remettre le chargeur dedans. Chargeur qui glisse très bien aussi, ça c'est quelque chose à mentionner. Beaucoup de marqueurs sur le marché, les marqueurs mag-fed, les chargeurs ils glissent pas bien quand on pèse sur le bouton pour les sortir. Ça semble un détail qui est plus ou moins important, mais ça peut être quand même pratique quand on a plusieurs chargeurs, puis qu'on n'a pas nécessairement besoin de les garder sur soi pour les remplir en plein milieu d'une game, de juste peser, le chargeur tombe, tu peux en avoir un autre déjà prêt dans tes mains, tu recharges, et c'est très rapide comme ça, comparativement à si tu as besoin de le tirer, le mettre dans tes poches, puis d'en remettre un autre dedans. Ça, c'est un grand avantage du TMC, parce que comme j'ai expliqué, il y en a beaucoup que tu as besoin de limer l'intérieur ou quoi que ce soit pour faciliter justement la sortie du chargeur comme ça. Personnellement, je suis un grand amateur de mag-fed, donc j'ai beaucoup de bagages si on veut pour avoir expérimenté pas mal tous les marqueurs mag-fed qu'il y a eu sur le marché depuis la conception de ceux-ci. Donc j'ai été vraiment impressionné, comme j'ai expliqué, par le TMC. Pas juste moi, il y a aussi tous mes collègues. Puis les joueurs à qui on a fait essayer, qui ont été très impressionnés par le marqueur. Et aussi, c'est
bien de le mentionner, sur Internet, il y a beaucoup de gens à travers le monde aussi qui ont été très contents avec ce marqueur-là. Donc, c'est vraiment un coup de foudre pour la plupart des gens. J'ai pas encore entendu un commentaire négatif, c'est sûr que vous allez me dire qu'il est nouveau, certes, mais ça reste que c'est une très belle trouvaille et une très belle construction de Titman. Si j'avais une note à donner pour le prix, honnêtement, je donnerais au moins un 9.5 sur 10. Puis, comparativement aux autres marqueurs sur le marché, peu importe le prix, je le mettrais environ à 7.5-8, ce qui est excellent pour le prix de 300$, comme je l'ai mentionné plus tôt. Pourquoi pas un 10? Ben, comme j'ai mentionné, c'est un marqueur à 300$, donc ça va de soi avec le prix qu'on paye, on ne peut pas tout avoir ce que les autres offrent à des prix plus élevés. Par exemple, on n'a pas l'air dans la crosse, l'air est en dessous de la poignée ici, donc on est obligé de jouer avec une remote ou mettre la bonbonne directement en dessous de la crosse ici. Sinon, c'est pas compatible First Strike. Donc, ça, c'est un autre. Je dirais pas un problème parce qu'ici au Québec, les First Strike, il y a beaucoup de terrains qui n'acceptent pas ça à cause justement des normes de sécurité. Donc, c'est plus ou moins pertinent pour ce qui est de la vente québécoise parce que justement, il n'y a pas de First Strike vraiment qui sont alloués sur le terrain. Ça reste un marqueur récréatif, donc les gens qui commencent normalement ne jouent pas avec la First Strike. Puis pour les curieux qui se demandaient si éventuellement il allait avoir de la First Strike, des marques pour la First Strike allaient être créées ou quoi que ce soit pour être compatible avec la First Strike, malheureusement, au risque de vous décevoir, je ne penserais pas qu'il y ait des chargeurs First Strike qui sortent, pour la seule et unique raison que les deux moitiés du corps du marqueur, c'est ça qui fait la breach. Donc la breach qui est dans le fond, ou que la balle rentre dans le chargeur, donc ça forme un cercle. Donc ça n'a pas la forme d'une balle First Strike. Donc si vous voulez que les balles First Strike fit dedans, ben, il va falloir gruger le body, ce que je déconseille fortement. Donc vraiment pas. Ça serait vraiment pas utile de faire ça parce qu'après ça, il y a des grandes chances que votre marqueur il fonctionne mal. Sinon, comme j'ai dit, excellent marqueur. Dans la vidéo, on va parler de comment défaire le marqueur en premier lieu. Sinon, ensuite, on va parler des chargeurs, comment défaire les chargeurs. Chargeurs qui, comme j'ai dit plus tôt, ressemblent à les chargeurs de Tiberius T15. Puis, on va comparer aussi les chargeurs avec les chargeurs des autres compagnies, voir les ressemblances et différences, puis les avantages ou même des avantages que je ne penserais pas, parce que comme j'ai dit, c'est j'ai eu une très grande surprise avec ces chargeurs-là, parce que ma foi, ils ont l'air à bien fonctionner. Donc, on va parler de ça à travers la vidéo. On enchaîne avec le démontage du marqueur. Donc, ce que vous allez avoir besoin pour faire l'entretien du marqueur, premièrement, de l'huile, de paintball, une guenille, un tournevis étoile, un tournevis plat qui est optionnel, puis un Allen key. Donc, on commence avec le breach cover que j'ai expliqué tantôt. Donc, on retire le petit bouton ici. On met ça de côté. On peut enchaîner en enlevant le chargeur. Donc, on enlève le chargeur. On peut ensuite enlever le canon. Ensuite, on est prêt à commencer à dévisser les clés Allen, les vis Allen. Donc, je vous conseille fortement d'utiliser le côté court du Allen key pour la première fois que vous dévissez les vis, parce que ça se peut qu'il soit vissé très solide dans le marqueur. Donc, si on prend le côté court qui est ball end,
Certains ne sont pas ball-end, donc c'est pas grave avec ceux-là, mais ceux qui sont ball-end surtout, ça se peut que justement on strip une vis, on veut pas ça. Personnellement, je les ai déjà dévissés et revissés, donc je vais prendre le côté le côté long, pardon, pour dévisser. On a le mag release ici. Dans le fond, qu'est-ce qui sert à faire tomber les mags? Il y a beaucoup de gens qui vont peut-être penser qu'il faut enlever ça pour séparer le marqueur. Eh bien non. On n'a pas besoin d'enlever ça, ni le selector switch. Donc le selector switch qui est c'est ici. Donc le sélecteur de mode de tir. Ça, on n'est pas obligé de l'enlever. Par exemple, vous pouvez mettre le sélecteur de mode de tir sur Fire. Vous allez voir, il est écrit Safe et Fire. On le met sur Fire. On pèse sur la gâchette avec notre doigt, puis on lève l'intérieur avec nos autres doigts. Ça peut être difficile un petit peu. Aussi, bien important, pas l'oublier. Le tournevis étoile, avant d'ouvrir le marqueur, tournevis étoile. Il y a une vis ici, de l'autre côté du marqueur. Toutes les vis sont du même côté, il y en a juste une de l'autre côté, qui est une vis étoile, qui va vous empêcher d'ouvrir votre marqueur si vous ne l'enlevez pas. Donc, elle peut être pas problématique, mais ça peut être facile de l'oublier. Donc, là, il devrait être possible d'ouvrir le marqueur. Donc. Voilà à quoi ça ressemble. On peut commencer par enlever la poignée ici. Au fond, la vis tombe en terre. Donc, on peut enlever la poignée ici. Ça, on peut le discarter pour l'instant, on n'a pas de besoin. Donc, on peut le mettre de côté. On peut enchaîner en enlevant le petit link ici. On peut le mettre de côté. Le tournevis plat que j'ai dit qu'il était optionnel, ça se peut que le spring il reste pris entre les deux coches qui sont faites dans le body. Donc, il va falloir utiliser un petit tournevis plat, y aller tranquillement pour le déprendre. Comme présentement, j'ai été capable de l'enlever quand même assez facilement. Donc, on enlève la cocking handle. On peut mettre ça de côté. Ensuite, on avance la front bolt. Puis, on peut enlever le linkage arm. On peut enlever la front bolt. Ensuite, on peut soulever. On fait attention parce que ça va pousser en arrière. Parce que c'est sous tension, il y a un spring, puis une tige de métal qui est dans la crosse du marqueur, donc on fait attention. Donc on peut sortir ça ici. Les deux parties se séparent ici. Donc il y a une partie, un tube qu'on peut enlever, puis on peut mettre de l'huile à l'intérieur de cette partie-là ici. Donc on peut mettre ça de côté ici. Donc on a ici ce qu'on appelle la rear bolt avec le spring et la tige que je parlais, qu'on peut laisser dedans. Ça sauve un petit peu de temps. On va laisser ça de côté. Ensuite, il y a le système de gâchette. C'est pas vraiment nécessaire de l'enlever, le système. Je vais l'enlever pour vous montrer. À moins que ce soit vraiment sale, il n'y a pas vraiment de nécessité de toucher à ça. Donc, vous allez voir, il y a 3 pins qui sont pareils. Donc, on garde cette petite pièce là de côté. Il y a 3 pins ici qui sont pareils, de couleur argent. Puis il y en a une qui est de couleur noire. Celle qui est de couleur noire va avec le sear qui est la partie ici. Je vais vous le montrer à la caméra. Donc, qui va avec cette partie-là ici. C'est la partie qui sert à laisser aller la bolt quand on veut tirer. Donc, quand on pèse sur la gâchette, cette partie-là descend,
puis tout le mécanisme enchaîne le mouvement. On a ensuite le Sear Spring, pardon, on a le Sear Spring ici, qui sert à faire revenir le Sear, pardon, par la suite. Le Sear Spring qui est de couleur dorée. Puis on a un autre spring ici, le Trigger Return Spring, qui est argent. Donc on se rappelle, l'argent il va avec le trigger, puis le doré il va avec le sear. Aussi, ben, c'est facile à se rappeler parce qu'il y en a un qui est plus court que l'autre. Donc l'argent il est plus court que le doré. Vous allez voir, il va être beaucoup plus facile de l'ajuster aux endroits respectifs selon la grosseur du spring. Donc voilà, le marqueur est démonté. Si on trouve ça pas convenable, on peut enlever la crosse aussi. Simplement tirer cette partie-là ici vers le bas. Donc on tire ça vers le bas. Puis on tire et ça s'enlève. Donc on peut enlever ça comme ça. Donc on a fait le tour, on a tout enlevé. On peut prendre notre guenille par la suite pour essuyer l'intérieur comme il faut. Là, c'est sûr, il est neuf, donc je suis chanceux, j'ai pas de peinture enlevée, mais on peut en profiter pour enlever la peinture qui a séché en dedans ou simplement la peinture de la journée même où vous avez joué. Par la suite, on peut commencer à mettre l'huile, donc on prend son petit pot d'huile. On va commencer par le Power Tube, donc le Power Tube qui est ça ici, qui contient la valve à l'intérieur. Donc on met un petit peu d'huile sur la tige ici du Power Tube. Puis on peut en mettre aussi un petit peu où que la tige que j'ai montée précédemment, cette tige-là va aller s'attacher. Donc on peut en mettre un petit peu ici. Comme ça. Puis un petit peu sur la tige. Puis on l'étend avec nos doigts. Comme ça. Ensuite, même principe. Il y a la front bolt que j'ai parlé tantôt. La front bolt a un petit O-ring au bout. On lubrifie simplement ce O-ring-là. On vérifie aussi s'il n'est pas endommagé. Après, à chaque fois qu'on défait notre marqueur, on vérifie c'est quoi la condition de ce O-ring-là. S'il est endommagé, ben, on fait simplement le remplacer. Donc, ça c'est fait. Ensuite, on peut prendre la rear bolt. Et celui-là aussi a un O-ring dessus, donc un O-ring blanc. On met un petit peu d'huile dessus. Et puis on l'étend sur toute la partie plus basse. Pour un meilleur glissement. Donc, c'est simplement ça qu'on a à lubrifier. Il y en a certains techniciens ou personnes qui lubrifient cette partie-là ici. Donc, on peut faire ça ici pour un meilleur glissement de la balle. Mais, comme j'ai dit, la balle elle arrive ici sur le TMC, donc c'est plus ou moins pertinent de faire ça parce que la balle quitte directement vers le canon. Donc, c'est juste une précaution, mais ça n'aura pas d'effet vraiment avec ce marqueur-là de faire ça. Donc, on peut commencer à remonter le marqueur. Donc, on commence par le système de gâchette. On commence par placer les petites pins dans leurs trous respectifs. Donc, les 3 pins argent vont dans les trous les plus à gauche, puis la pin noire va dans le trou le plus à droite. Donc, on peut enchaîner en plaçant la gâchette. Ici, la suite. Puis, le sear. Ensuite, on peut rajouter le spring, le ressort qui est en dessous du sear, puis le ressort qui est argenté à côté du trigger ici dans l'emplacement qui lui est réservé. Ensuite, on peut enchaîner en remettant tout ensemble. Donc, on va remettre la tige dans le fond. Faites attention, ça va être difficile pour moi de le montrer sur la caméra. Mais je vais essayer tout de même. Ça se peut que vous ne le voyez pas. Ça va être difficile pour vous de le voir
Peut-être vous le voyez de cette façon-là. À l'intérieur, il y a un petit trou. Donc, il faut aligner la petite pin avec ce trou-là. Donc, c'est la partie la plus difficile, si on veut, sur un montage, mais qui est quand même pas trop complexe. Donc, et voilà, c'est fait. Puis, pour ceux qui se posaient des questions, le petit disque blanc qui est ici, sur le spring, c'est un bumper qu'on appelle. Donc, c'est juste pour réduire le stress sur le marqueur. Donc, on enchaîne en plaçant la rear bolt, dont le sear, qui est la partie indentée ici, va vers le bas. Donc, on place ça vers le bas ici. Puis, on enchaîne avec le power tube. On peut rentrer ici. Puis, on pousse pour le rentrer dans sa section à lui ici, qui lui est réservée. Puis ensuite, on peut mettre la front bolt en avant et enchaîner avec ce qu'on appelle le linkage arm. Donc, on enchaîne avec ça. Bien important de mentionner aussi, le linkage arm. Vous voyez ici, il y a une petite partie de plastique. La partie de plastique n'est pas située en plein milieu, elle est située environ aux 2/3. Donc, il faut que le côté court soit vers l'arrière du marqueur, parce que, je vais vous montrer ensuite, comme c'est ici, parce que en dessous du charging handle, il y a une petite fente ici, où est-ce que la petite partie noire va rentrer, c'est ça qui va faire en sorte que votre marqueur il charge. Donc, s'il n'est pas placé à la bonne place, ça risque de ne pas fonctionner. Donc, on enchaîne en plaçant la charging handle. Faites attention, il y a un spring ici. Donc, bien important de tirer sur le spring pour qu'il rentre avant la fente que vous allez voir dans le marqueur. Puis ici, il vient se mettre en place comme il faut. Donc, on peut ensuite enchaîner avec le tube. Le côté, il y a un côté court puis un côté long. Donc, le côté court va aller à l'intérieur du marqueur. Le côté long va descendre pour rentrer dans la partie de la poignée ici. Donc, on peut commencer par le côté court. Et voilà. Donc, ça, c'est fait. On peut ensuite ajouter le deuxième linkage arm qui relie les deux triggers ensemble. Et voilà. On peut, en mettant son doigt sur le spring, bien important, tester, voir si tout fonctionne. Tout semble bien aller. Donc, on enchaîne en connectant le tube à l'autre partie. Et voilà. Donc, on peut prendre la deuxième partie du corps. La façon que je procède pour le remettre ensemble, je le glisse sur la charging handle ici. Donc, je pars de l'avant, je vais vers l'arrière. Quand il colle sur le tube arrière ici, je commence à descendre. Quand il est comme ça ici, il ne rentre pas directement sur le marqueur. Il faut peser sur la gâchette. Il faut encore être sur le mode fire, on n'oublie pas. Donc, on tire sur la gâchette. Après, on la lâche. Puis, tout est mis en place. Donc, on peut recommencer. On peut remettre le dessus de la poignée. Comme ça. Puis, on peut commencer à mettre les vis. On peut finir en rajoutant la crosse, comme j'ai fait plus tôt. On tire sur cette partie-là ici. Donc, on tire là-dessus. J'essaie de bien le montrer à la caméra. Donc, on tire là-dessus, on le descend, et voilà. Tout est en place. On met le chargeur. Et puis, le tout est fait. Donc voilà, l'entretien est fait sur votre marqueur. On peut ensuite le tester pour voir si tout fonctionne.
Donc, le petit bruit que vous avez entendu est complètement normal. C'est simplement parce que le marqueur n'a pas été chargé avant qu'on mette l'air dedans. Donc, pour le charger, comme j'ai dit, on tire sur le charging handle qui est ici. Donc, c'est chargé. Et voilà, tout fonctionne. Donc, on peut enlever l'air. Et puis, on va enchaîner avec les chargeurs. On enchaîne donc avec les chargeurs. Donc, on voit ici présent 4 types de chargeurs de compagnies différentes, dont Milsig, Tiberius et puis Maxtac. Donc le TGR, le T15 et puis le M17, à côté de celui de Tippmann du TMC. On peut voir tout de suite des différences entre le mag de TMC puis ceux-là de TGR puis de Milsig. Comme je parlais tantôt, il y a des mags à tête, il y a des mags headless, donc pas de tête, comme le T15 et le TMC. Donc le Milsig et le TGR ont des têtes. Donc on ne peut pas vraiment comparer ces deux plateformes de chargeurs-là, vu que ça ne fonctionne pas. Ça fonctionne de la même façon, oui, mais c'est différent pour ce qui est de l'apport des balles dans le marqueur. Donc, on va discarter ces chargeurs-là. Donc, on peut voir que le marqueur de T15 puis le marqueur de TMC étaient semblables. Exactement la même largeur. Même épaisseur, non. Le T15 est un petit peu plus épais. Sinon, vous voyez la différence du dessus des balles. Donc, le T15, lui, il peut accommoder de la first strike, tandis que le TMC ne peut pas passer ses ronds. Les releases marchent similairement. Et puis, pour remplir les balles sur le T15, c'est la partie ici. Puis, sur le TMC, c'est la petite partie sur le côté ici. Qu'on fait juste montrer, on fait juste descendre ça ici. Donc, c'est comment les deux chargeurs fonctionnent, donc vraiment similaires au niveau de la plateforme des deux chargeurs. On va enchaîner avec comment démonter le chargeur. Donc, ça va vous prendre le même Allen key que tantôt, donc le 1.8, un tournevis plat qui est alternatif, tout dépendant de la profondeur de la maintenance que vous faites pour vos chargeurs. Et puis la fameuse skinny qu'on avait plus tôt. Donc, on commence avec le Allen key. Une des différences avec le chargeur du T15 qui est très intelligente, sérieusement, j'ai été vraiment surpris puis enjoué par ce changement-là. C'est la première compagnie qui fait son chargeur en 3 parties, si on veut. Donc, on a la partie qui reçoit, puis on a 2 parties qui embarquent par-dessus. Donc, on a la partie du bas qui est tenue avec la vis du bas, puis la partie du haut qui est tenue avec les 2 vis du haut. Donc, on commence par la partie du bas. Je vais vous montrer ce que ça fait. Donc, la première vis sort. Les 3 vis sont dans la même longueur pour ceux-là, donc on peut les mettre dans le même tas, c'est pas plus grave que ça. Donc, on peut enlever le bas du chargeur. Je vais vous montrer un peu plus tard pourquoi que, ce petit feature-là, pourquoi c'est le fun. Donc, on discarte notre premier morceau de chargeur, on enchaîne. Au besoin, vous pouvez sortir tout de suite l'embout du spring, donc on peut le sortir au bout. Bien important aussi, quand on défait le chargeur, de ne pas avoir de tension dans le chargeur. Donc, si le chargeur a des balles dedans, on vide les balles, puis on enlève la tension dans le spring, donc on pèse sur le petit bouton ici. Donc, je vais vous montrer. On pèse là-dessus, le spring, il va lâcher, puis vous allez être correct pour ouvrir votre chargeur. Donc, on enchaîne. Voilà. Donc, on peut enlever la partie du haut. Après avoir enlevé le petit bout de métal ici, qui sert à bien tenir votre chargeur en place dans votre marqueur. Donc, on peut finalement l'enlever. Donc, ça ressemble à ça à l'intérieur du chargeur. C'est pas vraiment complexe. Il n'y a pas vraiment grand chose à toucher. Je vais vous montrer, dans le fond,
qu'est-ce que vous avez à faire normalement. En fait, c'est pas trop long à monter. Ce que je conseille avec les chargeurs, c'est de prendre toutes les moitiés de chargeur. Donc, on va reprendre nos 2 morceaux qu'on avait pris. Puis, on met une goutte d'huile. J'ai mis un petit peu plus qu'une goutte, mais c'est pas plus grave que ça. Donc, on met un petit peu d'huile. Puis, on étend avec notre doigt. Ce qui va faciliter, ça c'est pas trop grave si ça s'enlève, on peut l'enlever. Donc, ce qui va faciliter l'apport des balles. Donc, si on ne l'huile pas, ben, ça va juste faire plus de friction sur les balles. Donc, déjà que les chargeurs sont quand même assez durs sur les balles, on met les chances de son côté en mettant un peu d'huile comme ça dans son chargeur. Donc, ça c'est fait. Techniquement, on aurait juste à reprendre le morceau que je viens d'enlever, le remettre dedans, puis tout remonter. Mais vu qu'on est là pour une vidéo instructif, je vais vous montrer un peu les autres composantes du chargeur. Ici, il y a le petit release. C'est pas compliqué. C'est une pin avec une partie de plastique puis un spring. C'est pas vraiment nécessaire de l'enlever parce que c'est vraiment comme je l'ai expliqué de la façon de l'enlever puis de le mettre. Tu n'es même pas obligé d'enlever la pin. Tu peux juste tirer sur la partie de plastique, la faire glisser sur la pin, tu l'enlèves. Tu fais attention parce que le spring, il va probablement gicler, il va probablement rebondir si on ne met pas le doigt dessus. Donc, bien important de mettre son doigt dessus en même temps de tirer. Je ne le ferai pas comme j'ai dit parce que c'est pas vraiment pertinent puis vous n'aurez pas vraiment besoin de faire ça pour faire la maintenance de votre chargeur. Ce qui est plus un peu plus complexe, c'est le système dans le fond, de feeding en anglais, dans le fond, pour remplir vos chargeurs, qui est un peu plus complexe. Comment qu'on les fait? Ben, c'est quand même assez simple. On peut juste le faire descendre légèrement, puis on donne des petits coups sur le côté en même temps de tirer vers le dessus très tranquillement. Puis on met son doigt parce qu'il y a lui aussi un spring dedans, donc on peut le faire sortir comme ça. On fait attention avec le spring comme j'ai dit. Donc, on a cette partie-là ici, qui est la détente du chargeur. Puis on a la partie ici qui sert à faire descendre la détente. Donc, cette partie-là ici. Puis on a le spring qu'on a vu rebondir un petit peu ici. Donc, on voit le spring. Pour le remonter, c'est bien simple. On remet la partie qui glisse à l'intérieur avec le spring à même cette partie-là. Donc, on met le spring dedans. Puis, on la glisse à l'intérieur. Puis, il va falloir pousser le spring un petit peu par en dessous pour qu'il rentre dans sa fente comme il faut. Donc, ça, c'est la première étape. Deuxième étape, c'est là que ça va prendre un petit tournevis. Vous allez voir, il y a une petite encoche sur le bout ici qu'il faut faire rentrer dans le spring. Donc, on aligne ça avec les 2 petits trous qu'il y a dans le chargeur aussi. Comme c'est ici. Et puis, on se sert de son tournevis plat pour faire descendre le spring, pour se donner de l'espace pour faire rentrer cette pièce-là. Et après, on peut relâcher. Donc, on peut tester par la suite. Comme vous voyez, ça fonctionne. Donc, tout ça est fait. La raison pourquoi vous voudriez ouvrir ça, c'est des fois avec s'il y a du sable qui est rentré dedans, ça se peut que le mécanisme ait un petit peu de difficulté, mais de la façon qui est conçue, je ne penserais pas que ce soit un gros problème. Mais on ne sait jamais. Petit bémol, je trouve, avec le chargeur, c'est vraiment le petit knob ici qu'on appelle, qui est pas vissé comparativement à tous les autres chargeurs. Ce qui fait que c'est facile qu'il sorte de sa place quand on essaie de remonter le chargeur. Donc ça c'est un petit bémol. C'est pas plus grave que ça. Ça affecte pas les performances, rien. Mais c'est juste un petit bémol. Donc, pour le placer, vous allez voir à travers le spring, il y a un petit fil. Donc, il faut tirer sur le spring pour qu'on voit juste une partie de fil ici au début. On place le knob dans sa section appropriée.
Puis on fait passer le fil, je vais vous montrer, dans le petit channel ici. Donc je vais essayer de vous mettre en angle pour... Ici, il y a une petite fente. Donc on fait passer la corde là-dedans. Donc on fait passer la corde là-dedans. Ensuite, on prend le dessus, donc la petite boule noire, on la met en dessous de la détente. Et puis on appuie avec 2 doigts sur chaque côté des channels. Donc, là, je vais le faire avec 2 doigts pour que vous voyez mieux, mais on le fait avec une main. L'autre main, on prend la grosse partie ici, on l'aligne le trou avec le knob qui sert à charger le chargeur. Et puis, comme je dis, on tient. Puis on met ça ensemble. C'est pas grave si le spring il dépasse. Mais ça, c'est la partie la plus complexe pour monter le chargeur. Donc, quand il est bien placé comme ça ici, vous allez voir, il y a une petite fente là. Pour enlever cette petite fente-là, c'est simple, on pèse sur le release. Et voilà, une petite fente. Donc, pourquoi que je parlais que c'était le fun, la petite partie de tantôt? Pourquoi que cette partie-là ici, c'est le fun, comment ils ont fait ça? Ben, c'est très simple. Dans le fond, vous avez vu comment que c'était pas si complexe que ça, remettre le spring en place avec la première partie. Ce qui arrivait avec les autres chargeurs, c'est qu'ils faisaient ça en une partie, puis la partie qui est comme retroussée ici, qu'on voit présentement, je vais vous montrer à l'écran, la partie qui est retroussée comme ça, ici, c'était un peu problématique quand on essayait de remettre la pièce sur le dessus. Donc, de cette façon-là, ben, c'est beaucoup moins problématique. Je vais vous montrer comment que ça fonctionne. Dans le fond, vous prenez la petite pièce, c'est bien simple, je vais vous le montrer encore de plus proche. Vous prenez la petite pièce, on le met sur le petit spring ici, on le descend vers le bas, on pousse vers le haut, puis il vient se mettre en place, comme ça ici. Ensuite, on visse. Pour ce qui est de comment on visse les vis, c'est pas très compliqué. Dans le fond, on fait juste pas trop mettre de pression dessus. Un petit truc que j'ai, on met de la pression sur son allen key sans toucher au chargeur. Puis, on tourne. Quand le chargeur commence à tourner tout seul comme ça, c'est que les vis sont assez serrées. On peut ensuite remettre la petite partie de métal que j'ai enlevée au début à sa place. Ce qui peut être difficile. Et voilà. Puis on peut se servir du tournevis plat, comme je me suis servi tantôt, pour juste le descendre comme il faut. Et voilà. Donc, c'était ça pour la maintenance du chargeur. Bien important, quand on a fini de faire la maintenance du chargeur, de le tester. Parce que si tu ne le testes pas, tu arrives sur le terrain, ça ne fonctionne pas, mais c'est parce que tu as fait quelque chose de pas correct. Fait que là, on fait sûr que ça fonctionne, on le craint. Quand ça devient beaucoup plus rigide, on ne craint pas plus que ça, parce que ça se peut, c'est à cause que le spring s'enroule à l'intérieur, puis que ton chargeur ne marche plus avant que tu le défasses, puis que tu aies tout débloqué ça manuellement. Ensuite, on pèse sur le petit release, comme j'ai expliqué tantôt. Et le chargeur fonctionne, la boule est revenue en haut. On met son doigt bien important au bout, parce que sinon, ça se peut... je ne sais pas avec les Tippmann, mais avec certaines compagnies, à force de faire ça sans mettre son doigt, ça vient que la boule, à un moment donné, se projette au bout du chargeur, puis ben, on doit acheter un nouveau assembly au complet. Donc ça, c'est pas le fun, fait que pour éviter ça, on met son doigt au bout. Je vais vous montrer aussi comment charger les chargeurs. Ça peut sembler ridicule un petit peu, mais il y a des bonnes choses à savoir. Dans le fond, les compagnies, ils font la publicité sur leurs chargeurs comme étant des chargeurs 20 balles, la plupart du temps. Mais c'est très rare qu'il y ait 20 balles qui va rentrer réellement dedans. Donc, premier truc, ben, je vous ai montré le petit bouton tantôt qui... oups, j'essaie de montrer à la caméra. Le petit bouton ici qu'il faut descendre vers le bas. Donc, on le descend vers le bas.
comme ça. Ça fait en sorte que sur le dessus, ça se tasse ici. Donc, on peut mettre les balles plus facilement. Donc, on met le chargeur sur la table comme ça, ou on peut le mettre, s'appuyer sur notre ventre ou une partie dans notre corps, la cuisse, etc. Donc, on pèse là-dessus, puis on rentre les balles. Une par une. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Vous voyez, j'étais à 19, puis ça arrive bien flush. Donc, il n'y a pas réellement 20 balles qui rentrent dans le chargeur. Oui, ça se peut qu'il y ait certains chargeurs, si tu le crains plus, qu'il va y avoir 20 balles qui rentrent dedans. Par exemple, ce que ça va faire, c'est que tes balles vont être tellement compressées que quand tu vas sortir ton chargeur pour le mettre dans ton marqueur, tu vas tirer, puis tu vas tirer de la soupe, malheureusement. Tes balles vont casser parce qu'ils vont être toutes déformées avant même d'être tirées. Donc, c'est bien de juste mettre 19 balles. Puis, je veux pas trop charger plus que ça avec le chargeur parce qu'il semble être pas mal à sa limite. Si je le charge plus, ça se peut que le spring s'enroule à l'intérieur, comme j'ai expliqué, puis j'ai à l'ouvrir encore. Mais le truc aussi avec les chargeurs, c'est qu'avec certains, ils n'ont pas toutes la même tension, c'est similaire, mais avec certains, vous allez avoir un plus gros espacement entre la balle puis la petite détente noire ici. Si vous avez un espace entre ces deux choses-là, vous pèsez sur le release, vous le tirez dans le fond vers l'extérieur. Là, vous voyez de côté, la balle a sorti un petit peu, là, je peux la rentrer un petit peu en dedans. Dans le fond, vous voyez, si j'essaie de tourner la balle avec mon doigt, elle ne tourne pas. Okay? Donc, on se donne un petit peu de coup de crank. Encore un petit peu. Jusqu'à temps que vous êtes capable de tourner la balle avec votre doigt, comme ça. Donc, là, vous savez qu'il n'y a pas beaucoup de tension sur vos balles, donc ils vont garder une bonne forme, puis, donc vous allez garder une bonne précision quand vous allez tirer avec. Puis en même temps, pourquoi je fais ça à la place de juste laisser un gap? Ben, deux raisons. Première raison, si tu as les chargeurs sur toi pendant que tu joues, ça se peut qu'en courant, ben, ça fasse des bruits de maracas, puis en même temps, ça endommage les balles, parce que les balles, ils font du va-et-vient dans le chargeur. Puis deuxième des choses, ça se peut que quand tu mets ton chargeur dedans, juste avec le petit espacement, que quand la balle va aller frapper dans le dessus de ton marqueur ou que la balle est prête à tirer, juste avec le petit espace de plus, que la projection soit assez forte pour endommager la balle, ce qui va causer un bris quand on va tirer. Donc voilà, c'était tout pour les chargeurs. On va enchaîner avec une petite conclusion. C'est déjà tout pour cette vidéo sur le Tippmann TMC. En général, comme j'ai dit plus tôt, et tout au long de la vidéo, un excellent marqueur vaut vraiment la peine à 299,99 pardon, disponible chez Impact Pro Shop en quantité limitée. Sinon, pour les chargeurs, comme j'ai dit aussi, très abordable à 36,95 pour deux chargeurs, ce qui est normalement le prix pour un chargeur dans les autres compagnies. Donc, un prix vraiment compétitif de ce côté-là. Sur ce, je vous souhaite de joyeuses fêtes au nom de toute l'équipe d'Impact Pro Shop et à la prochaine!